Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 20 mai 2023. On se retrouve aujourd'hui pour une émission dans laquelle on va parler long terme. On va essayer de revenir sur ce qui est en train de se passer au niveau des USA, l'instabilité, que ce soit au niveau de la crypto, que ce soit au niveau de la macroéconomie. On va faire un point total sur la situation, et ensuite on va se projeter court, moyen, long terme au niveau du BTC, et d'ordre général au niveau des cryptos, de façon à pouvoir se positionner, et on commence tout de suite. On va commencer par rappeler un petit peu la situation au niveau de la crypto. Déjà, au niveau de la situation, on est toujours en bear market, en tout cas on a une belle rupture ici qui a été effectuée, mais au niveau de la gestion, on sait que c'est très compliqué, parce qu'on a une administration qui est l'administration de Biden, qui est anti-crypto à l'heure actuelle, dans lequel le flou juridique des USA entraîne des actions très fortes de la SEC sur l'ensemble des cryptos actuels, et on sait que ça va continuer. On sait qu'à côté on a une problématique macroéconomique d'inflation qui a été cumulée derrière par une problématique bancaire qui est en cours de régulation au niveau des USA, donc ça c'est une économie qui est très compliquée, à savoir qu'en plus on a la mise en place d'une ligue contre le dollar avec l'explosion des BRICS et la diminution de leur utilisation du dollar, donc on sait qu'on a quelque chose qui est très compliqué. Bon, on va revenir sur la partie macro tout à l'heure, on va juste se concentrer déjà dans un premier temps sur notre graphique CME pour parler technique rapidement sur la clôture weekly. Clôture weekly flat. Clairement flat, on a eu une semaine qui a été de zéro volatilité, la bougie en elle-même quasiment n'existe pas. C'est très important de voir ça, parce qu'on est dans une schématique où on a eu un rebond qui s'est effectué de cette façon-là, et là on a un deuxième rebond qui est vraiment écrasé totalement. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus la bougie va être écrasée, plus c'est une forme d'incertitude, et qui représente très bien l'état général d'esprit de la crypto, notamment porté par l'incertitude aux USA. Donc là-dessus, en weekly, on se dit que bon, on a eu aucune volatilité. Après, en même temps, macro, on n'a pas eu énormément non plus de nouvelles. Donc, on est dans quelque chose où on est en attente, et c'est très important de le souligner. Actuellement, on est aux côtés d'un niveau très fort des 26 000. Je reviendrai pas sur toute l'analyse, mais je rappelle qu'au niveau du CME, donc Chicago Mercantile Exchange, on a terminé l'accumulation de week-off avec en plus une très belle rupture de la R, et dans lequel ce qu'on attend c'est un retest de la R, voire potentiellement un retest du gap CME qui se trouve ici, dans lequel on pourra avoir après une accélération haussière, mais on sait que on est ici dans une phase d'incertitude, tant générale fondamentale, que derrière d'un point de vue technique, parce que on est dans l'attente d'un retest ici des 25 200, avec un petit peu de retour de volatilité. Le fait d'avoir une volatilité aussi flat, ici, avec derrière à côté un mouvement qui s'est effectué, c'est-à-dire qu'on regarde la volatilité semaine, donc weekly en weekly, on a une volatilité qui est de 0. Par contre, si on regarde la volatilité jour par jour dans cette semaine, on a eu une grosse volatilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu de la chasse à la liquidité, et c'est exactement le type de manipulation que l'on retrouve avant la préparation d'un gros mouvement. Donc quand on a un écrasement comme ça, plus au sein de cet écrasement de la chasse à la liquidité, c'est généralement synonyme de préparation. Ok, préparation, oui. On va juste faire une petite vue monthly sur le total index pour avoir une bonne visibilité en logarithmique. Plusieurs choses à noter, c'est que là on est à peu près à la moitié du mois, on a dépassé la moitié du mois de mai de 5 jours, donc la clôture mensuelle n'est pas si loin que ça, plus qu'une dizaine de jours avant de l'avoir, donc on est quand même sur une bougie qui est plutôt négative avec une forme de retracement, qui est en train de se diriger vers l'IMA 50, donc qui est un niveau très important qu'on peut retrouver justement par le passé, dans lequel on a bien fait une cassure en dessous, puis une cassure au-dessus, sauf que là la différence, on est en train de faire un retest ici, pareil dans l'année précédente, on avait flirté avec justement l'IMA plusieurs fois, et donc là on est vraiment dans cette démarche là, sauf que on a une macro qui est beaucoup plus compliquée que dans les périodes de 2018 ou de 2015, donc forcément on va avoir des difficultés supplémentaires. Si on regarde côté Ichimoku, en monthly, on voit qu'on a été rejeté principalement par le Kumo, on n'a pas eu de cassure du Kumo. Est-ce que c'est si grave que ça? J'ai envie de vous dire non, parce que c'est un petit peu ce qu'on peut voir déjà ici, on a bien un rejet du Kumo, puis ensuite une réaccélération, donc on est plutôt dans une démarche qui est plutôt classique par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ok, là c'est un petit peu le factuel, on voit que aussi on est bien dans cette accumulation de week-off, on voit par contre qu'on a un RSI ici qui a cassé les 50, puis qui est repassé en dessous des 50, qui est pas forcément très positif ici, donc ça sous-entend qu'au niveau du RSI, on a un petit faiblissement du momentum, ce qui est en même temps logique sur une période de mai, on n'oublie pas que mai, juin, juillet, août, généralement, sont des périodes qui sont relativement calmes au niveau des cryptos et de la macro, alors, sauf l'année précédente, bien évidemment, mais en tout cas, on a généralement des moments qui sont plutôt creux, ok? On continue, on affine notre analyse, et on s'enfonce en daily.
on voit bien notre belle accumulation de week-off qui se trouve ici en SCAR, ST, STB, ok, prise de liquidité classique de week-off, accélération haussière, retracement, ici, donc, grosse accélération, on a le retracement ici, grosse accélération, prise de liquidité, et là on est en train de consolider. Ok, ça, c'est la partie technique, pure. On voit que au niveau du RSI, on est dans une forme de compression au niveau du RSI, donc compression au niveau du momentum, avec une chute du momentum, avec une chute de prix, qui est tout à fait logique aussi dans cette période-là. D'accord? Donc là, on prend encore un petit peu de recul, et on va aller voir justement dans Coinalysis, donc l'order flow, qui va nous permettre de voir pas mal de choses. Qu'est-ce que l'on voit? Vraiment, les éléments très importants. Donc là, je suis passé en 4 heures pour bien montrer les mouvements actuels que l'on a suite à cette grosse accélération. On a un price action qui est en train de chuter, donc un prix qui est en train de s'enfoncer, alors qu'à côté, on a les positions long short des top traders qui sont en train de monter. Très intéressant de le noter. Ça sous-entend quoi? Il y a deux possibilités. Soit on est dans une forme de trappe, dans lequel on est en train de piéger la majorité des traders, sous-entendu aussi les top traders, dans un mouvement qui va être baissier très fort, dans lequel on aura des clusters de liquidation qui vont être assez importants, parce qu'on a quand même les CVD spot qui sont en train de s'effondrer, les CVD perp. Donc on a tout qui nous montre qu'on est en chute, le price action, les CVT, le RSI, donc c'est-à-dire le momentum. Ok, comment ça se fait à ce moment-là qu'on a des positions qui sont en train de monter? À savoir qu'on a un prix qui est en train de descendre. Ça sous-entend aussi que, ici, pour compenser la chute de prix, les top traders sont en train de continuer d'acheter. Donc là, ce qui est en train d'être joué, et ça c'est mon avis personnel, c'est que on est en train de jouer justement la cassure, enfin le retest des 25 200, 25 300, qui est cette zone qui est très importante, hein, depuis un certain temps on le note. Donc ça c'est ce qui est en train d'être joué actuellement. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a une continuité baissière qui est en train de se faire. La question est, est-ce qu'on va avoir une réaction suffisamment forte à 25 200 pour pouvoir repartir? C'est ce que nous dit l'order flow. C'est ce que nous dit que sont en train de se positionner les top traders actuellement. Et que, dans le général, le marché est en train d'acheter sur le long terme, alors que sur le court terme, on est en train de shorter. Très intéressant de le noter. Court terme, donc là on passe en 1 heure pour revoir la visibilité, on voit qu'on est sur quelque chose qui est relativement flat. D'accord? Ça je vous l'avais annoncé notamment vendredi, qu'on allait passer certainement quelque chose qui allait être très très flat avec un retest. On voit qu'on a quasiment touché le retest, mais on a après retracé, on est sur quelque chose qui est flat. On va attendre jusqu'à dimanche, je pense, soir, avant d'avoir un mouvement. Donc on est dans quelque chose qui est en attente d'un mouvement. Ok. Maintenant, on garde cette idée-là en tête, on va aller voir rapidement la macro, et on va terminer après sur cette fin de vidéo, on va aller voir sur justement quelle est ma vision court, moyen, long terme par rapport à toutes les informations que l'on... Pareil, on analyse en fait tout ça. On a un Nasdaq qui nous a fait une semaine de folie. Clairement, une semaine de folie dans laquelle on a surperformé, il n'y a pas de problème là-dessus, on a juste totalement éclaté. Alors, on va prendre juste le cours de clôture, on a fait 3,50 dans la semaine, 3,56 dans la semaine exactement, et surtout, on a clôturé en weekly au niveau du break-off structure. Donc là, peu importe. Là, on a vraiment un vrai signal, disons, d'un retournement possible. D'accord? Ici, cette clôture nous dit qu'on est en train de retourner. Idéalement, il faudrait qu'on continue à essayer d'aller structurer ici un petit peu plus pour bien valider ce break-off structure pour ensuite faire un retracement qui sera peut-être un petit peu agressif pour aller chercher les 12 000 $, dans lequel on irait après repartir à la hausse, sur lequel on irait continuer sur notre impulsion haussière. Mais on a quelque chose qui est plutôt très positif. Et à côté, quand on regarde un petit peu le BTC, on va le rajouter, le BTC pour bien montrer sur une échelle de prix qui va être différente, et vous allez voir que le BTC, lui, ne surperforme pas, hein. On n'est pas dans quelque chose qui surperforme. On voit que même on a une cassure vraiment de momentum, où avant on était plutôt dans une forme de corrélation. Le BTC, lui, n'est plus corrélé sur le mouvement actuellement de la tech, donc le Nasdaq de la tech. D'accord? Si on regarde le SP500, le SP500 a un petit peu réaccéléré, on a fait le nouveau top de cette année, mais ça n'empêche que par rapport au Nasdaq, le SP500 c'est plutôt quelque chose comme ça, hein, d'accord? C'est plutôt flat, alors que le Nasdaq est quand même vraiment en surperformance. Mais ce qui est normal, étant donné que le SP500 est porté aussi par les valeurs qui sont bancaires, qui sont très compliquées. Justement, je rappelle qu'on a une macroéconomie qui est tournée à travers une problématique d'augmentation des taux d'intérêt qui a entraîné une crise bancaire très forte et une contraction, dans lequel la Fed a dû mettre en place un moyen de financement à travers un prêt court terme, mais ça n'empêche que c'est un apport de liquidité qui joue son rôle. Et à côté, on a cette notion de BRICS, dans lequel on voit que là, on a quand même une très belle réaction du DXY, donc c'est-à-dire l'indice dollar, on voit qu'on est en train de
recassé baissier, donc qui est plutôt classique, dans lequel on est dans une forme de retest structurel ici pour une continuité baissière, ce qui serait tout à fait cohérente avec ce qu'on est en train de voir au niveau des BRICS, donc c'est-à-dire le fait qu'on a une perte de dominance du dollar sur l'ensemble des échanges mondiaux, et on a la mise en place de deux congrégations, un côté où on va avoir les USA avec toute sa cohorte, et à côté on va avoir les BRICS qui vont avoir justement leur façon dominante et émergente, surtout dans lequel ils vont pousser petit à petit une nouvelle monnaie potentiellement, ou surtout déjà dans un premier temps le yuan. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas une opposition entre les deux, c'est aussi une façon de revoir comment est structuré le monde économique actuel. On a été monopole actuellement, avec une polarisation autour des USA. Là, on va passer sur quelque chose qui va être sur une bipolarisation, voire même une multitude de polarisations. Ce qui va être plutôt intéressant sur le long terme, au niveau de la stabilité économique, et surtout, ça veut dire qu'on va réagencer la structure économique des entreprises pour essayer de limiter la dépendance à un des pôles et justement bénéficier de ça pour restructurer peut-être les économies locales, ce qui va être plutôt positif sur le court, moyen, long terme. On sait que par contre sur le long terme on va avoir des ruptures qui risquent d'être assez fortes, parce que plus on va avoir une économie qui va être scindé, plus on va avoir une opposition des pôles, et donc plus on va avoir une instabilité politique. Donc forcément, il va falloir le prendre en considération sur le long terme, mais en tout cas sur le court terme, pour moi, ce changement-là est un changement dynamique qui n'est pas la fin du dollar, loin de là, mais qui est en tout cas une dynamisation de l'évolution. Ça veut dire aussi que les USA sont challengés, et quand on sait très bien qu'on a une mise en place de concurrence, ça veut dire aussi que on a une volonté à évoluer rapidement, et donc du coup, je pense qu'on aura certainement des surprises dans les années à venir. L'élément important, c'est toujours cette notion d'inflation et cette notion d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed pour compenser cette inflation. On sait qu'on est arrivé sous une forme de plateau. Alors là, c'est le différentiel entre le yielding des bonds US sur les 2 ans et les 10 ans, qui est très important. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les 2 ans rapportent plus que les 10 ans. Ça sous-entend que le marché est en train de pricer le fait qu'il y a une crise sur 2 ans qui est plus importante que celle sur 10 ans. Et ça sous-entend aussi qu'on est dans une phase cruciale de transformation, et tant qu'on ne repassera pas sur la barre des zéros, ça veut dire que cette phase de transformation ne sera pas terminée. Moi, je l'analyse de cette façon-là. Et on sait très bien que quand on est dans une phase de transformation, c'est dans ces périodes-là où généralement on a des mutations économiques et des opportunités économiques qui se présentent. Les mutations que l'on pourrait retrouver, ça va être par exemple, pourquoi pas, l'apparition du Bitcoin comme moyen de paiement dans certains pays émergents, chose qui est en train de se mettre en place. D'un côté, on a le bannissement, dans certains, et dans d'autres, on a l'adhésion totale. Là, on est plutôt dans quelque chose qui est dans une forme de stabilisation. On parle pas de la tech côté blockchain, mais on la garde en tête parce que, dans tous les cas, à partir du moment où on aura une régulation qui sera mise en place aux USA beaucoup plus simple, et qui sera surtout légalisée totalement et institutionnalisée autre que le pouvoir de la SEC, à ce moment on se retrouvera dans quelque chose qui sera beaucoup plus porteur sur la tech. Mais au niveau de la macro, ici, on est plutôt dans une forme de ranging, on est plutôt dans une forme de consolidation pour potentiellement ici repartir à la hausse. Pour l'instant, on a fait un petit break-off structure qui est relativement faible. On attendrait d'avoir un gros break-off structure pour aller chercher les 0,15. Ici, là, on aura un vrai stable signal se disant que oui, on est en train de structurer au-dessus. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment dans une forme de potentiel pivot de la Fed à terme, et que le marché est en train de mettre en place justement ce pivot de la Fed. Mais pour faire le pivot de la Fed, ça sous-entend que il faut que l'économie soit saine. Alors, on sait qu'on a l'inflation, on a le taux de chômage, je reviendrai pas sur ça, le taux de chômage est plutôt très bas, on a une crise bancaire, oui, mais qui est plutôt plus ou moins gérée par la Fed, et qui, à côté, n'oublions pas, est aussi gérée par JP Morgan, qui rachète à tour de bras justement les différents actifs, et qui fait des prêts à tour de bras sur les différentes institutions bancaires régionales aux USA, et on a à côté la notion de mortgage, donc c'est-à-dire la notion de shelter qui est très important, c'est l'immobilier dans le général, que ce soit sur l'achat, que ce soit sur les loyers, donc c'est un vecteur d'inflation qui est très fort, mais aussi la notion d'achat immobilier, de vente immobilière, c'est le real estate est très important aux USA, et c'est vraiment un moteur très fort de l'économie US. Et donc c'est important de le souligner, et généralement j'aime bien regarder la moyenne des mortgages, donc des emprunts qui sont dispensés. Très intéressant de voir cette petite analyse dans laquelle on voit bien que depuis février 2022, on a eu une cassure très très forte de la moyenne d'emprunt, dans lequel on est passé à peu près sur une moyenne de 450 000 $,
à une moyenne de 386 000, d'accord? On a grandement perdu. Et depuis décembre 2022, on a une nouvelle réaccélération ici, qui correspond aussi à l'accélération du marché. Pourquoi? Parce que le marché est en train de pricer un retour à la normale d'ici la fin 2023, début 2024. Retour à la normale étant très relative, ça ne veut pas dire une diminution des prix, ça veut dire en tout cas une stabilisation de l'inflation dans les alentours des 2-3%, une stabilisation et la mise en place du pivot de la Fed au niveau des taux d'intérêt, donc pour une libération de l'économie, une restructuration de l'économie à travers les nouveaux acteurs et la nouvelle polarisation. C'est exactement ce qui est en train d'être effectué, et là, on voit que cette réaugmentation des prêts sous-entend que ici, on a aussi l'acceptation du fait que on a des prix d'appartements et de maisons qui sont en train de diminuer, mais à côté, on peut acheter. On peut acheter parce que si on a une augmentation des prêts, du volume, c'est lié principalement à l'augmentation des taux d'intérêt, mais ça veut dire aussi qu'à côté, il y a de l'achat, il y a de la demande, et donc derrière, il y a du prêt qui est en train d'être effectué. Donc ça veut dire que le marché du real estate n'est pas au plus mal, comme il l'avait été en 2008, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré, et beaucoup plus structurel, même je dirais, au niveau de son fonctionnement. Et c'est plutôt positif. Et on voit même qu'au niveau du momentum, au niveau du RSI, on a bien eu une chute drastique du mouvement, et à côté, on a bien le momentum qui a repris avec cette accélération haussière. Et si on regarde plus profondément au niveau du real estate, on va voir très vite que, en fait, le marché immobilier est plutôt stable. On a eu une cassure, oui, mais c'est vraiment dans une schématique qui est différente de 2008. On n'oublie pas que le principe des 2008, les subprimes, c'était surtout une crise qui était financière, ce n'était pas une crise qui était bancaire, ce n'était pas une crise qui était économique, c'est quelque chose qui était lié à des produits financiers mal structurés, mal exposés et surnotés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment totalement différent. On terminera donc avec tout ça sur quelle est ma vision long terme, moyen terme, court terme sur le BTC. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, pour moi, il y a deux dates clés qui vont être importantes. Octobre, on va dire dernier trimestre 2023. Pour moi, dernier trimestre 2023, c'est là où on va avoir une forme de résolution de la crise économique, la validation du changement de polarité au niveau de la macroéconomie, et à côté, une stabilisation de la crypto dans laquelle on va avoir des lois qui vont arriver, qui vont être plus ou moins dures, et surtout les sociétés qui ne seront pas d'accord avec ces lois vont changer et vont aller dans les pays sur lesquels ils pourront exploiter correctement ce qu'ils sont en train de faire. Donc on aura un réagencement total qui pour moi va se terminer en 2023, pour préparer 2024. 2024 dans lequel on va avoir certainement la mise en place du pivot de la Fed, on va avoir à côté la mise en place aussi du halving au niveau du BTC. Donc pour moi tout ça me dit que, et c'est la prérogative que j'ai, c'est que fin 2023, début 2024, on aura un très très gros signe. Alors la question c'est court terme, moyen terme. Pour moi, court terme, moyen terme, il y a deux possibilités. La première, c'est d'avoir une zone de ranging ici qui va durer pendant 3, 4, 5, 6 mois, dans lequel on va s'ennuyer à mourir, et ensuite repartir à la hausse sur une structuration de cette façon-là. Ok. Maintenant, deuxième scénario, dans lequel on aurait ici une cassure avec un retracement beaucoup plus fort, qui peut être jusqu'aux 24 000, jusqu'aux 20 000, voire même beaucoup plus bas, aller chercher 17 000, pour ensuite repartir. D'accord? Pour ensuite repartir. Donc pareil, ici, peut-être une période de ranging sur 1 ou 2 mois, cassure baissière sur la partie d'été, et reprise. Alors en fonction de la cassure, ce sera soit reprise dans les 24 000, dans les 24 000, dans les 20 000 ou dans les 18 000, mais reprise du marché sur septembre, octobre, novembre, décembre 2023 pour un redépart haussier. Ça, c'est vraiment l'idée que j'ai, et que j'ai déjà depuis un certain temps, que je vous présente dans les différentes quotidiennes, mais c'est vraiment la représentation que j'ai. Donc ça sous-entend que déjà, court terme, je réfléchis déjà à la possibilité, première possibilité, qu'on continue ici avec une accélération haussière, avec une période de ranging, ok? Donc ma question est, est-ce que je suis assez exposé? Si on part maintenant, est-ce que je continue à DCA dans ces zones-là par rapport à mon prix moyen? Et est-ce que derrière, quand on partira, est-ce que je serai suffisamment exposé pour me dire, ok, bah c'est bon, je suis parti, je suis dans le train, et je suis bien dans le train, suffisamment dans le train, et à côté, je réfléchirai aussi à la possibilité de la cassure baissière, en me disant, est-ce que je ne suis pas trop surexposé maintenant, pour pouvoir supporter la chute, pour pouvoir recharger à 24, pour pouvoir recharger à 20 000, pour pouvoir recharger à 17 000, voire même, pourquoi pas, dans un scénario catastrophe,
je pense assez peu probable, mais je le garde quand même en tête, ici d'aller faire le spring et donc aller chercher dans les 14 000, 13 000, ici une petite mèche. Est-ce que je suis capable de recharger dans ces zones-là, tout en contrôlant mon exposition? C'est très important de vous poser ces questions-là et de vous préparer à ces différents scénarios. Pour moi, le scénario le plus probable, clairement, serait une période de retracement qui serait entre 25 200 jusqu'à 20 000. Pour moi, c'est vraiment le ratio bas. D'accord, vraiment cette zone-là dans laquelle on a un petit order block en plus qui se trouve à 20 700, dans lequel on pourrait vraiment retracer ici, pour ensuite repartir à la hausse et préparer justement ce halving avec quelque chose qui peut être peut-être un peu impulsif, après un peu flat lors du halving, et ensuite repartir à la hausse de cette façon-là, ce qui serait tout à fait logique. Déjà, pour résumer, conclure tout ça, il faut que la partie macroéconomie se stabilise, on est en cours de stabilisation, mais il faut que ça se pérennise, cette stabilisation, il faut qu'on montre que la crise bancaire est en train de se terminer. Il faut que du côté crypto, on ait, à côté au niveau des USA, un arrêt du flou, voilà, totalement artistique au niveau législatif, et qu'on ait bien un cadre législatif qui soit noté pour les crypto-monnaies, dans lequel derrière, on puisse avoir la partie technologique qui va justement se mettre en place. Et on va préparer, de toute façon, dans tous les cas, le halving, donc qui va être, de toute façon, comme d'habitude, hein, une période qui va être importante, pas la période en elle-même, mais surtout la période après le halving, dans lequel on a une accélération du prix, et dans lequel il faut être préparé en amont. En tout cas, si vous êtes là et que vous suivez la chaîne depuis sa création, vous avez vécu globalement à peu près toute cette partie-là. Donc si vous avez survécu à toute cette partie-là, ça sous-entend que vous êtes prêt, pas tout simplement à soit une redescente, soit une remontée, c'est que vous avez compris que dans cette période-là, vous avez accumulé et que vous êtes prêt, et ça c'est le plus important. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, ça me fera toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.